Business. La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole et président de la Fédération bancaire française. Philippe Brassac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En plus, je crois que c'est votre première interview en tant que président de la Fédération bancaire française, puisque vous avez succédé à Laurent Mignon, qui est parti dans le privé, qui est parti chez le groupe Wendel. Vous avez entendu l'actualité économique extrêmement chargée. Vous étiez vous-même au vœu de Bruno Le Maire aux forces économiques françaises. Il y a eu aussi la galette d'Emmanuel Macron. Pour dire, c'est une actualité très chargée, parce que derrière, beaucoup de questions sont sur la table. C'est est-ce qu'il y a un mur des faillites? Alors, pas des grandes entreprises, évidemment, mais c'est des petits commerces, ce sont des boulangers, ceux qui font la galette du président, ceux qui font notre galette, et puis bien sûr la question aussi des restaurateurs, mais pas que. Est-ce que pour vous, qui êtes vraiment le premier financier, là je m'adresse au directeur général du Crédit Agricole, mais est-ce que pour vous, il y a un risque de faillite, de nos très nombreuses faillites ou pas, dans le petit commerce, dans l'artisanat, dans les TPE? Il y a de grandes difficultés individuelles et sectorielles, mais il n'y a pas, je suis quasiment certain en disant cela, il n'y aura pas de mur de faillite en 2023, pas plus qu'il y en a eu en septembre 2020, alors que tout le monde le redoutait, ou en mars 2021. Parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans une phase et qui reste encore une phase de conséquence du traitement de la crise Covid. Dans la crise Covid 2020-21, il y a eu, pardonnez-moi cette expression, une sorte de pontage monétaire qui était organisé pour, au fond, compenser les manques de chiffres d'activité des entreprises qui étaient en confinement. Et évidemment, une fois que le Covid est passé, en tout cas la crise Covid passée, il y a une période de normalisation monétaire qui était nécessaire. Nous sommes dans cette période-là et elle se traduit notamment par une hausse des taux qui était nécessaire pour lutter contre l'inflation ou la dégradation de la devise. Le problème, c'est qu'entre les deux se sont rajoutées aujourd'hui de nombreuses ondes de choc supplémentaires, et notamment la guerre russo-ukrainienne, et ce choc qui n'est pas totalement lié à la crise russo-ukrainienne, mais tout de même un peu, qui est le choc des énergies, en termes de prix, en termes d'accessibilité ou disponibilité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont dans des difficultés très concrètes, et le rôle des banques aujourd'hui, ça va être de ne plus simplement être au chevet de la macroéconomie, mais au plus près des trajectoires individuelles de nos clients, parce qu'il y a un chemin possible pour chacun de ces clients. Est-ce que justement on peut envisager, parce que le président Macron ou aussi Bruno Le Maire, on parle du prix de l'énergie, des renégociations, que les fournisseurs d'énergie doivent absolument accepter de renégocier. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas, une aide ponctuelle de la part des banques, quelque chose, un système qui permettrait de passer ce cap de la crise de l'énergie? Je pense surtout que face à ce type de situation, et on a entendu le président de la République comme beaucoup, et il y a deux choses. Le premier message, nous on l'a entendu en 2020-2021, c'est-à-dire que tout le système était concerné. Lorsqu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être en difficulté, vous avez intérêt finalement à participer à la sauvegarde du secteur, et ça concerne tout le monde. Pas que les banques, les assurances, les prestataires de façon générale. Et puis il peut y avoir, et je ne le juge pas parce que je ne suis pas assez compétent en la matière, s'il y a des effets d'aubaine, d'opportunité, des abus, je ne sais pas s'il y en a, c'est normal que l'État intervienne pour mettre mais pas les banques, c'est ça que vous nous dites. Les banques interviennent, mais j'allais dire tout le temps et en permanence, dans des trajectoires de vie professionnelle qui dépassent largement la seule question du prix de l'énergie. Une nouvelle fois, nous sommes passés de la distribution de prêts garantis par l'État qui était très globale à notre rôle historique que je ne peux pas décrire sur ce plateau, qui est d'accompagner chacun individuellement dans des trajectoires qui sont singulières pour trouver les cheminements. Justement, j'allais vous poser la question, Philippe Brassac, sur les PGE, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'on est au niveau de la Fédération bancaire française et au niveau du Crédit Agricole, bien sûr? Sur les prêts garantis par l'État qui ont été distribués grosso modo en 2020-2021, aujourd'hui, il y a eu 150 milliards d'euros qui ont été distribués. Aujourd'hui, à peu près 25% des montants du capital a été remboursé. Nous avons 4% de nombre de PGE qui rencontrent des difficultés de remboursement. Et parmi elles, parce qu'on peut étaler, on peut faire un certain nombre de choses, parmi ces situations, il y a 2% seulement
qui donne lieu à des demandes d'intervention de l'État via la BPI concernant la garantie de l'État. D'accord. Et sur ces 4%, ce sont des petites entreprises, ce sont des PME, des PMI? Oui, beaucoup de TPE et de PME ou de situations de professionnels. Parce qu'évidemment, quand quelque chose tape de nouveau, comme le prix de l'énergie, le doublement d'une facture d'énergie, si vous n'avez pas la taille pour ingérer ceci dans quelque chose de plus global, c'est quand même sur les petites structures que ceci vient taper principalement. Est-ce que vous comprenez les Français qui sont un peu déprimés? En tous les cas, le moral des ménages en France, il est au plus bas depuis 1970. Est-ce qu'ils ont raison? Quelles sont pour vous les perspectives 2023? Comment vous voyez 2023, Philippe Brassac? Je pense qu'on est dans une situation absolument inédite, singulière. Les perspectives, c'est pas 2023, c'est 2030. Et pourquoi je dis 2030? Parce que pour la première fois de nos vies professionnelles, moi j'ai 40 années de Crédit Agricole, on vit une situation où le court terme est totalement opaque, il est anxiogène parce qu'il y a des chocs dans tous les sens, il y a des blocs géopolitiques, il y a des guerres, donc tout ceci est évidemment anxiogène et déstabilisateur. Mais pour la première fois depuis très très longtemps, la vision ou l'explicitation de ce que devrait être le futur, en tout cas le futur nécessaire, souhaité, 2030, lui, il n'a jamais été aussi clairement exprimé et aussi consensuel. Sur la transition énergétique, sur les dispositifs de santé, sur l'intégration et l'inclusivité sociale. Oui, mais au quotidien, on voit quand même que... Oui, mais ce que je... Oui, vous essayez de mettre de la perspective... Vous me posez la question, je réponds, oui. Je pense que vous me parlez de ménages déprimés. On a ni tort ni raison de l'être. Oui. Par contre, si on ne voit pas la perspective, si on ne voit pas l'après, oui. En fait, regardez, en avril 2020, on a pris moins de 38% de PIB en France. Mais nous avions à peu près, nous étions nombreux à penser qu'on allait s'en sortir. Et donc, il y avait un après. Aujourd'hui, l'après, il est à la fois contraint et positif. On sent bien que collectivement, on ne peut plus avoir en 2030 le même type de société que ce qu'on a en 2023. Et les investissements, les actions concernant cela, c'est tout de suite. Et donc voilà, moi j'ai envie d'amener notamment les acteurs de la finance, des secteurs économiques, dire on met le regard plus haut. Non seulement c'est nécessaire, c'est utile, mais ce sont des drivers pour l'économie. Oui, permettez-moi un instant, parce qu'on va revenir justement sur la transition énergétique telle que vous voyez au niveau des banques, au niveau surtout du Crédit Agricole, et puis aussi l'industrie verte. Est-ce que ça vous parle et comment la financer? Et puis ce qui n'est plus finançable, que ça soit, je sais pas, des Total Énergie, que ça soit la défense peut-être ou le nucléaire, vous nous direz comment on peut faire. Sur ces grands risques, vous avez peut-être entendu les déclarations du gouverneur de la Banque de France qui a dit les taux d'intérêt, il y aura un pic cet été. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que l'inflation, c'est un des grands risques? Bruno Le Maire, tout à l'heure, a une expression en disant les taux d'intérêt, c'est la gueule de bois pour 2023. En fait, je ne peux pas partager une projection. C'est quand même la Banque Centrale Européenne qui décide des taux d'intérêt. Donc moi, je ne fais que les constater. Mais... Ça dépend quel taux on prend. Non, mais ce qui se passe fondamentalement, j'avais essayé de le dire, de l'expliquer dans la période la plus dure du Covid, c'est que on est passé par une période qui a été bien gérée par les pouvoirs publics, par la Banque Centrale Européenne. C'était des taux d'intérêt quasiment nuls, voire négatifs, et de la création monétaire pour aider tout le monde. Il fallait sortir de cela. Sinon, vous créez de l'inflation monétaire et vous dégradez la devise, l'euro, par rapport au reste du monde. La sortie était programmable. Elle est aujourd'hui, entre guillemets, trop vive, elle est trop rapide parce qu'il y a une brutalité accélérée par les autres chocs dont je viens parler. Et donc, le phénomène aujourd'hui, c'est plutôt cette brutalité qui crée des taux d'intérêt au niveau de 3% qui, historiquement, ne sont pas très élevés, mais qui montent très, très rapidement et qui, du coup, créent des ruptures de comportement, voire des anxiétés sur le futur. Ouais. Un petit commentaire, quand même, sur la gestion par la Banque Centrale Européenne des taux d'intérêt? Moi, je trouve qu'au total, elle a été irréprochable. C'est-à-dire que fondamentalement... Elle n'est pas été un peu trop en retard. Pour avoir vécu d'autres crises, notamment de 2007, 2008 ou 2011, jusqu'à ce que M. Draghi dise « whatever it takes », et donc que la Banque centrale redevienne prêteur en dernier ressort, nous n'avions pas vécu une Banque centrale qui intervienne tout de suite en création monétaire pour permettre aux États de soutenir les économies. Qu'il faille ensuite remonter les taux et que cette remontée soit complexe, difficile pour la Banque centrale, je ne vais pas critiquer cette chose-là. Par contre,
elle est effectivement plus brutale que ce qu'on aurait pu espérer dans un scénario de normalisation plus progressive. On reviendra un peu plus tard sur les conséquences, notamment sur le crédit immobilier, parce que ça, il y a un sacré coup de froid, un sacré coup d'arrêt brutal. À quand la sortie de crise? Est-ce qu'il faut attendre 2030 pour vous ou la sortie de crise, ça va être quand? En fait, tout dépend de ce qu'on appelle crise. Moi, là encore, j'ai 40 années de Crédit Agricole. On a vécu plein de périodes heureuses et tout le temps, on a parlé de crise en même temps. Ouais. Et pourtant, il y a des moments où c'est vraiment la crise. La crise étant un moment où les choses se mettent en rupture, où les systèmes sont menacés en tant que tels. Moi, je pense qu'on est plutôt aujourd'hui dans une situation marécageuse. C'est-à-dire dans une situation où les équilibres sont complexes, où il faut sortir du quoi qu'il en coûte, mais pas complètement. Et on n'y voit pas très clair sur ce qui va se passer pour la suite. Et en même temps, je dis pas ça juste pour assurer. Je n'ai jamais vécu personnellement cette lisibilité exprimée par les sociétés, les partis politiques, enfin les responsables politiques à un horizon moyen-long terme. En 2000, personne ne disait ce que la société devait être en 2010. En 2010, on ne parlait pas de 2020. Là, on est clair sur des choses qui nous occupent aujourd'hui, qui s'appellent l'énergie, qui s'appellent la santé, qui s'appellent les transformations agri-agro, qui s'appellent la préservation de l'environnement et bien d'autres choses encore. Juste un point sur ça va bientôt être la saison des résultats, le bal des résultats, comme on dit. Je ne vais pas vous demander les résultats du Crédit Agricole, bien sûr. C'est possible que je vous les donne pas. Oui, il est possible. Oui, je pense qu'il y a même des chances. Cela dit, peut-être une impression d'ensemble. Est-ce que le niveau de provision, il faut s'attendre à un niveau de provision élevé ou pas, vu ce que vous nous avez dit au début de cet entretien? Je peux au moins vous décrire le passé et le présent. Les banques françaises, Crédit Agricole en particulier, les banques françaises sont très sûres, elles sont très solides, elles sont très provisionnaires. 2022 sera un bon cru pour les banques. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il se passe autour de nous, et on ne peut pas dire qu'on sait tout prévoir, on a des banques qui sont beaucoup plus provisionnées que la moyenne européenne et qui donc sont beaucoup plus aptes à supporter les chocs et à continuer à financer les Donc il n'y aura pas une nouvelle vague de provisions en 2022? Il y aura toujours des provisions, d'abord parce qu'on nous oblige à en faire, parce qu'il y a toujours des risques supplémentaires. Il n'y en aurait pas, ça voudrait dire qu'on ne prend pas les risques nécessaires pour l'économie, mais en tout cas, la question du coût du risque ne sera pas un problème brutal sur les banques, en ce sens que ça les empêcherait de financer l'économie. Est-ce que vous avez une idée au niveau du Crédit Agricole du coût de cette guerre en Ukraine et des conséquences, notamment puisque sur vos différentes filiales, je crois vous avez vu votre résultat au premier trimestre reculé de 552 millions d'euros. Résultat mécanique, vous aviez dit, à cause du provisionnement par prudence, à cause de ça, de votre filiale en Ukraine et de vos portefeuilles de prêts qui étaient liés à la Russie. Là, ça va se passer comment? En fait, voilà, il y a deux choses. Il y a les crédits sur les contreparties russes, qui continuent à être honorés, mais sur lesquels beaucoup de banques qui avaient des crédits ont passé des provisions par prudence. Et puis il y a la situation de l'Ukraine, sur lesquelles on a quelques banques françaises, on n'est pas les seuls, mais nous sommes présents avec Crédit Agricole Ukraine, sur lesquelles par prudence nous avons provisionné la valeur en fonds propres de cette filiale, mais dont je peux dire, et je veux dire que j'ai eu la chance, pas la contrainte, j'ai pu aller à Kiev il y a quelques semaines. Je suis allé voir les équipes sur place, c'est une situation assez complexe, vécue sur place, mais j'ai pu rencontrer le gouverneur de la Banque centrale. Il gère de façon remarquable la situation, de telle sorte que les investisseurs internationaux que nous sommes ne soient pas pénalisés par cette situation. Donc nous pouvons être présents sans engranger de difficultés financières supplémentaires et les soutenir dans ce cadre-là. D'accord, ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous pensez du dividende sociétal? Ça, je m'adresse à vos deux casquettes, président de la Fédération bancaire, le patron des banques, on va dire, et puis le Crédit Agricole, la première banque française. Vous avez vu que la Banque Crédit Mutuel Alliance Fédérale a donc décidé de reverser 15% de son bénéfice net chaque année pour soutenir des projets environnementaux. Est-ce que vous y êtes favorable, pas favorable? Est-ce que vous allez faire la même chose? C'est une bonne idée? Je veux dire quelque chose et son contraire. D'abord, c'est une très bonne idée. Pour rien vous cacher, j'ai félicité Nicolas Terry pour ses annonces ce matin, parce que ça a du sens en tant que tel. Le Crédit Agricole, comme le Crédit Mutuel d'ailleurs, en 2020 avait décidé d'un dividende sociétal mutualise 350 millions d'euros pour aider les commerçants en rupture d'activité. Nous avons nous-mêmes mis un fonds d'1 milliard d'euros pour les transitions agro et agricoles. Et nous avons plus de 100 millions d'euros pour ce qu'on appelle les points passerelles pour les ménages. Tout ça, c'est très bien, c'est très important, il faut le faire. Je voudrais juste souligner que ça suffit absolument plus. C'est-à-dire que les sujets sociétaux qui nous sont posés aujourd'hui ne peuvent plus être traités
par de l'à côté, par du business normal, et après on retire un bout du résultat dans une forme de réduction. D'accord, mais là vous répondez pas complètement sur... Je vais vous répondre parce que justement, toutes les questions qui ont été pointées par nos collègues, sur les transitions, sur les difficultés, y compris sociales, doivent être traitées désormais dans les politiques globales des groupes, et pas simplement par des sommes que l'on met à côté. Ok, oui, mais le dividende sociétal, alors que ça soit pas, quelle que soit sa vocation ou son but, est-ce qu'en soi c'est quelque chose que vous allez faire? Voilà. Une nouvelle fois, je vais prendre un point très concret, qui est la transition énergétique, qui est une des destinations de ces fonds en tant que tel. Je vous ai dit, on a mis, nous, 1 milliard d'euros. Oui, mais là, on n'est pas complètement sur le même registre. Si je peux me permettre, c'est beaucoup plus gros que... Bon, voilà, non, mais on est bien d'accord. Ce qu'il y a, c'est que vous me dites, on a besoin d'aller beaucoup plus loin pour financer la transition énergétique. Ça, c'est un des moyens, etc. Mais sur le principe du dividende sociétal, il sert juste à enrichir le salarié. Je vais dire juste qu'on l'a fait. Et qu'on n'en parle pas beaucoup. On a mis 350 millions qui sont venus en retrait de nos résultats sur les personnes. Vous voulez dire que le Crédit Mutuel fait la meilleure com que vous? Non, je dis juste que ponctionner du résultat pour aider en situation de crise, beaucoup le font, nous le faisons aussi. Et je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Je veux juste vous dire ma conviction que la période qui a vécu de ces 20 dernières années où on fait du business as usual et on rajoute de la RSE après, c'est-à-dire au fond des politiques qui peuvent être plus ou moins responsables, mais après on a des actes sociétaux, mutualistes, c'est révolu. Ce qu'il faut, c'est prouver que dans nos politiques, tout le temps, partout et pour tout le monde, nous agissons. Quand on met de l'argent pour la transition énergétique dans un fonds, c'est très bien, mais ce qui est mieux, c'est qu'on dise les montants qu'on investit sur le green, qu'on dise les montants qu'on investit pour équiper la clientèle. Voilà. D'accord. Juste un petit sujet, j'imagine c'est un petit sujet qui fâche. J'imagine que vous avez vu cette analyse de Jefferies publiée dans une note publiée aujourd'hui, qui dit que finalement le Crédit Agricole, pourtant vous êtes superbe banque, vous êtes un peu boudé par les investisseurs. Vous répondez quoi? Que ça doit être vrai, on n'est jamais assez acheté en termes d'actions. Vous êtes beaucoup moins cher que les autres. Non, on l'est pas. C'est ça le paradoxe, tout dépend comment les choses sont présentées. Dans cet article que je ne veux pas critiquer en tant que tel, parce que c'est la liberté. Non, c'est la liberté de rédaction. Vous voyez, ça dépend comment on présente les choses. On a 23 analystes qui nous suivent. Beaucoup sont neutres aujourd'hui parce que le Crédit Agricole était plutôt haut et performant. On est la plus grosse rentabilité du marché et la plus grande efficacité, donc la rentabilité sur fonds propres et le coefficient d'exploitation. Et donc, on a beaucoup d'analystes qui sont neutres, certains sur l'achat, d'autres sur la vente. Ce que je voulais vous dire, et c'est intéressant en présentation, c'est qu'il a été pointé que 77% des analystes étaient plutôt neutres ou à la vente. Il aurait été aussi vrai de dire que 82% des analystes étaient neutres ou à l'achat. Donc tout dépend comment on présente les choses. Donc sujet qui fâche, on a compris. Non, c'est pas pour ça. Banque verte, alors maintenant très intéressant parce que vous avez publié à peu près un mois justement comment vous, Crédit Agricole, vous comptiez financer cette transition énergétique en faisant des choix. On ne va pas tout détailler, on n'a pas forcément le temps. Mais est-ce que ça rejoint l'industrie verte que veut pousser le gouvernement, si l'on en croit les propos de Bruno Le Maire aujourd'hui, qui veut même un projet pour l'industrie verte? Est-ce que ça match? Vous voyez, vous êtes la première banque de France, vous êtes le patron de toutes les banques françaises. Est-ce que ça match? Oui, et moi j'étais très heureux d'entendre le ministre ce matin parler du projet d'industrie verte, parce que pour une fois, maintenant, on dit clairement qu'on prend le sujet par la solution. Mettre en place des énergies renouvelables et non pas par le problème dissuader ou stigmatiser ceux qui seraient sur des énergies fossiles. Mais il faut bien comprendre, et on a du mal à faire passer cette explication-là, c'est que la transition énergétique ne se décide pas, ne se bascule pas d'un état à un autre. Quand vous regardez l'équation complète, c'est quoi? C'est faire apparaître le plus vite possible les énergies renouvelables, le green. En réalité, aujourd'hui, il manque de projets, c'est surfinancé, c'est surinvesti. Nous sommes le premier financeur privé des énergies renouvelables, mais il n'y en a pas assez. 2, il faut inciter, participer à la moindre émission CO2 et donc des énergies fossiles qui vont quand même rester présentes. Ça, c'est les trajectoires net zéro. Et il faut s'engager à 2030 à diviser par 2 les émissions au fond de ces secteurs que nous continuons à financer. Et surtout, et on ne pose jamais de questions là-dessus, c'est que entre le vert et le brown qui doit disparaître,
il faut équiper toute la société. Ouais. Il faut équiper les très grandes entreprises, les PME, les ménages, les logements, la mobilité verte, des millions, des dizaines de millions de clients avec des équipements qui vont se renouveler. Ça va prendre 5, 10, 15 ou 20 ans. Et donc, je reviens à votre question sur les dividendes tout à l'heure, c'est qu'il faut apprécier les efforts des entreprises bancaires sur la façon dont elles se collent à l'économie en proximité auprès de tous pour aider à cette transformation qui est globale et qui va s'étaler sur de nombreuses années. Oui. Vous financez le nucléaire, je crois que même le Crédit Agricole, vous avez financé... Vous avez à peu près un milliard de... On a aidé à une émission obligataire de 2 milliards d'euros EDF pour la rénovation, en tout cas le carénage des centrales nucléaires. D'accord. Et là, vous allez financer les EPR. Il y a déjà avec la Caisse des dépôts. Il faut regarder comment EDF appellera les uns et les autres dans les financements. Je voudrais d'ailleurs signaler au passage, on l'évoquait il y a un instant, que dans les bonnes nouvelles, quand même, au total, on voit bien que cette crainte sur le fait qu'EDF n'arriverait pas à remettre en ligne un certain nombre de centrales nucléaires, constatons que, en fait, ils y sont arrivés aujourd'hui et que nous sommes dans une situation au fond énergétique et qui est meilleure que ce qu'on pouvait craindre. Je pense que de temps en temps, il faut spotter les informations positives. Alors, décidément, ce matin, il y en a aussi qui vous a spoté. C'est le président du GIFAS, Guillaume Faury, qui sera l'invité demain de la matinale. Il l'a dit avec Éric Trappier, le patron de Dassault, patron de lui-même. Il a dit il y a un énorme problème de financement des industries de défense parce que comme ça rentre pas dans les normes ESG, etc., les banquiers sont trop frileux. Vous répondez quoi ce soir ? Je réponds qu'on l'entend tout le temps et qu'on ne comprend pas à quoi ça correspond. On l'a dit au ministre, on l'a dit aux responsables. Dans la taxonomie européenne, l'armement n'est pas en brown, elle n'est pas considérée comme verte, mais n'est pas hors de la RSE. Ce qui interdit évidemment, ce sont les armes illicites, mais je suppose que ces responsables ne parlaient pas de ça. Et à ma connaissance, et à la connaissance des grands banquiers de la place, les grands contrats d'armement sont financés aujourd'hui. Et s'il y avait des cas, et j'en profite pour faire appel à ces grands dirigeants, qu'ils nous appellent, qu'ils nous disent à quel endroit et comment c'est financé. Alors on va donner hors antenne votre numéro de téléphone à Guillaume Faury. Je pense que mes concurrents vont se demander pourquoi ça vient que sur moi. Voilà. Crédit immobilier. Là, on voit qu'il y a un coup d'arrêt extrêmement brutal. Je ne sais pas si vous avez vu cette lettre écrite par 6 grandes associations représentatives des courtiers qui ont envoyé une lettre au ministre du Logement. Ils réclament un signal positif du gouvernement pour décongestionner l'accès au crédit immobilier. Évidemment, en ligne de mire, le taux d'usure. Et pourtant, il y a le gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque de France qui dit non, finalement, regardez, la production de crédit immobilier, elle est à un niveau très élevé en 2022. Bon, la réalité semble un petit peu autre. Non, mais ce qu'il faut intégrer, le point déclencheur, c'est quand même la forte augmentation des taux. Pour nous, banquiers des deux côtés. Oui. L'épargne qu'il va falloir rémunérer va augmenter fortement, le livret A, le LEP, etc. Et les crédits doivent augmenter fortement en même temps. L'OAT aujourd'hui est à 3%. Les crédits immobiliers que nous faisons encore aujourd'hui sont à 2 ou 2,5%, en tout cas pour les productions qui ont été mises en place. Donc tout ceci va augmenter, on change de paradigme. Effectivement, il y a des clients aujourd'hui qui, à ces niveaux de taux, pouvaient passer à 1%, ne passeront pas à 2,5 ou 3. Je parle des nouveaux clients. Parce qu'en France, le crédit immobilier à taux fixe fait que ceux qui ont eu le taux fixe, ils le gardent. Ça paraît évident, mais dans beaucoup de pays européens, c'est pas le cas. Donc on a cette protection pour les emprunteurs. Mais par exemple, chez vous, le taux de crédit immobilier, le nombre de crédits immobiliers octroyés est de combien ? Il va baisser. Je moins pense combien ? C'est quoi ? C'est moins 10, c'est moins 15 ? On n'a pas les statistiques en fait aujourd'hui, mais moi je pense que sur le T4, on va avoir du moins 25% en production. Ah ouais. Ce qui n'empêche pas que les encours continuent à augmenter parce que la production était très élevée. C'est une sorte de dérivée première en mathématiques. Voilà. Donc la production baisse dès la fin de l'année 2022, mais le gouverneur a raison sur une production annuelle qui restera importante. Mais par contre, la tendance, c'est le fléchissement. Oui, si c'est moins 25% pour le 4e trimestre. Oui, mais à partir donc ça veut dire que... Oui, mais à partir de niveaux très élevés. Et en même temps, il faut regarder le paradigme tel qu'il est. Les taux vont être beaucoup plus élevés. Les normes du Haut Comité de stabilité financière, je ne les critique pas, je les constate, nous interdisent d'aller au-delà de 25 ans pour essayer de compenser. Et donc oui, il y aura moins de facilité à financer le crédit immobilier qu'on en avait en 2018, 2019 ou 2020. Ouais. Juste une question sur la rémunération du taux d'assurance vie. Vous allez l'augmenter ou pas ? On attend là parce que va faire l'affaire. Est-ce que vous allez l'augmenter ? Tout dépendra de la capacité des assureurs vie, des réserves qu'ils ont mis de côté. Parce que si on ne prend que ça tombe bien, vous êtes aussi assurance vie. Si on ne prend, assureur vie, si on ne prend que, oui, mais on va laisser les assureurs parler en tant que tel, mais
les décisions ne sont pas prises. Mais si vous prenez que les actifs engrangés depuis des années par les assureurs vie pour rémunérer les contrats, ils ont tous été faits à des taux extrêmement bas. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un assureur vie de grande solidité qui a mis des réserves de côté, il pourra probablement booster ses rémunérations, là où d'autres qui n'en auraient pas mis de côté auront beaucoup de difficultés. Ouais. Et donc, in fine... Donc, in fine, l'assurance vie sera... Non, je ne peux pas m'engager à cet instant en termes de rémunération, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le nouveau paradigme de taux, et notamment d'épargne réglementée, il va y avoir aujourd'hui une tension entre l'épargne de bilan, l'épargne d'assurance vie et l'épargne d'asset management. Et ça sera forcément dans l'intérêt des clients parce qu'il va y avoir une sorte de concurrence accrue sur les offres d'épargne. Oui. En plus, avec le taux de livret A qui va augmenter. Hein. Donc, oui. Merci beaucoup, Philippe Brassac, d'avoir été avec nous. Beaucoup de questions. Et vous avez presque répondu à toutes mes questions. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général du Crédit Agricole et président donc, de la Fédération bancaire française. Si vous avez manqué une petite partie ou l'ensemble, si vous voulez réécouter, évidemment, vous pouvez aller en replay au podcast sur le site de BFM Business. Très bonne soirée. Tout de suite, Tech & Co. Good Evening Business. La grande interview.